essayer d'être très brève, de toute façon, sinon le président m'interrompra, et de revenir à cette idée d'hégémonie culturelle progressiste qui a caractérisé, alors je ne dirais pas l'après 45 parce que je ne pense pas qu'on ait jamais connu en France une hégémonie culturelle progressiste, mais disons que les acquis des luttes des années 30 et des années 40, et de l'occupation, et la conjoncture générale, le rapport des forces générales, la contribution de l'Union soviétique à la défaite du Reich hitlérien, tout ceci a dégagé, sinon dans nos pays de la zone d'influence américaine, une situation propice à une hégémonie culturelle, la possibilité pour la première fois, j'allais dire, sinon d'un partage d'hégémonie, du moins du droit à l'affirmation des éléments progressistes. Je ne vais en parler que dans le domaine qui me concerne, c'est-à-dire l'histoire, et quelques décennies après, plusieurs décennies après, c'est-à-dire dans une période où je vais surtout insister sur le rôle qui incombe à la population, encore plus je dirais ou à la masse de la population, qu'encore plus qu'aux spécialistes, et notamment en histoire, puisque a été rappelé le fait que l'histoire est une discipline stratégique en matière politique, on le voit tous les jours, et ce qu'on constate, c'est à quel point le paysage historiographique d'une part s'est dégradé, mais ça on peut ne pas en être conscient parce que évidemment on connaît mal les historiens ou les travaux des historiens, mais à quel point tout de même l'image de l'histoire a été saccagée. C'est-à-dire que tout ce qui a fait, sinon consensus, du moins a établi une possibilité d'échange jusqu'aux années 1970-1980 a été balayé. Et je voudrais le rappeler dans certains domaines. Je voudrais rappeler que depuis 30 ans, et avec une affirmation aujourd'hui grave, très grave, on a assisté à une véritable réhabilitation de Vichy. Je dirais avec des formes diverses, des formes grossières et des formes raffinées, c'est-à-dire toute une manière de faire qui consiste à montrer que finalement on ne pouvait pas faire autrement, ou qu'il y a un Vichy plutôt sympathique qui ne disparaît que dans une période tardive. On a criminalisé la résistance, y compris, et c'est l'aspect sur lequel j'insisterai le plus, y compris dans des milieux qu'on aurait pu penser gagner au progressisme, parce qu'il a été tout à l'heure mis l'accent par mon camarade et collègue historien, il a été mis l'accent surtout sur la pensée de droite, la pensée libérale. Mais ce qui est caractéristique du caractère très réactionnaire de la pensée d'aujourd'hui, c'est le consensus entre la pensée dite à gauche, voire d'extrême gauche, et la pensée droitière, et qui doit amener chacun à réfléchir, parce que l'histoire ne se pose pas la question de savoir pourquoi en 1940 tant d'éléments très progressistes, si progressistes, jamais pétainistes au grand Dieu, se sont ralliés à Pétain. Nous sommes dans une conjoncture culturelle qui est de même type et qui se voit dans la criminalisation de la résistance qui a deux aspects, j'allais dire un aspect de gauche ou un aspect libéral et un aspect de droite ou un aspect d'extrême droite. Vous avez l'aspect de droite qui est pratiquement hégémonique aujourd'hui, mais pas tout à fait, duquel il résulte que la résistance est un lot de voyous, de crapules, dirigés par un parti communiste qui ne rêve que plaise et bosse, et qui, aligné sur l'Union soviétique, qui par ailleurs d'ailleurs ne veut pas la révolution, ne comprend pas d'ailleurs comment d'un côté l'Union soviétique est si contre-révolutionnaire, ça c'est la version de gauche, et ensuite peut vouloir mettre la France à feu et à sang. Donc une criminalisation de la résistance qui a pour équivalent ou pour pendant une résistance absolument ne servant à rien, une résistance militairement nulle,
qui finalement d'ailleurs explique l'épuration sauvage, parce que ces gens qui n'ont servi à rien sur le plan militaire, étant donné que les Américains sont venus nous libérer du nord jusqu'au midi et de midi jusqu'au nord et à l'est, et bien tout ceci en effet ça aboutit à quelque chose qui est, je vais en dire deux mots puisque je travaille sur l'épuration, ou ce que je vais appeler la non-épuration. Tout ceci aboutit au fait que finalement la période la plus noire de la guerre a été la période qui a suivi l'occupation, avec de malheureuses femmes tondues, très innocentes, des femmes très innocentes, parce que finalement avoir des relations sexuelles, même avec l'ennemi national, ça ne prête pas à grandes conséquences. Et je voudrais dire à cet égard à quel point on a négligé le fait que cette histoire qu'on croit finalement soumise à la bonne humeur, à la bonne disposition des intellectuels, est quelque chose qui dépend étroitement des classes dirigeantes, et non seulement des classes dirigeantes nationales, mais dans une période où il y a des impérialismes forts et des impérialismes faibles, à l'hégémonie culturelle des impérialismes forts. Vous remarquerez en effet que c'est à partir de la problématique finalement très sympathique de la défense des minorités, et en particulier des minorités féminines si écrasées par la gente masculine, que s'est développé à gauche, dans ce qu'on croit être l'extrême gauche, ce thème de l'épuration monstrueuse exercée sur des femmes innocentes. Et vous le noterez, ce thème de gauche, et ça montre l'adaptation remarquable de la droite et de l'extrême droite, je dirais aux dérives de la gauche, comment ce thème a permis à la droite et à l'extrême droite de lancer l'offensive sur l'épuration sauvage, l'épuration meurtrière qui ravage la France entièrement. Autrement dit, il faut qu'on réfléchisse à ce qu'a été le marxisme, à ce qu'est le marxisme, à sa capacité d'appréhender la réalité historique et non historique, et au fait que finalement, pour reprendre Marx et être très rapide évidemment dans l'exposé, à constater que tout est dans tout et que nous ne pouvons pas abandonner cette perspective, c'est-à-dire négliger le fait que aucune amélioration sensible de la liberté, de l'indépendance, de la capacité de traitement de l'histoire ne pourra être faite sans des transformations solides, sérieuses. Et je le dirais d'ailleurs, c'est particulièrement sensible dans la discipline historique, qui rétablissent la souveraineté nationale, y compris sur le plan intellectuel, car il n'y aura plus jamais d'histoire indépendante et d'histoire scientifique avec la chape de plomb, le carcan que constitue l'ensemble de l'influence des impérialismes dominants exercés notamment via les États-Unis et d'autre part via l'Allemagne dominant l'Union européenne. On n'est pas du tout dans la récupération politique, on est dans la conscience qu'on ne peut pas faire de l'histoire dans de mauvaises conditions sociales et politiques. On ne peut pas faire de l'histoire sérieuse en condamnant à mort l'histoire des classes sociales, et par conséquent la responsabilité de tous dans la promotion d'une histoire scientifique est entière et ne se borne pas aux capacités techniques de tel ou tel. Comme les ans dépassés, je suis prêt.